Bien, bonjour à tous. Donc Jean-Marc Projet, je travaille pour le CNDB, Comité national développement du bois, que vous connaissez peut-être, qui est l'organe de promotion du bois dans la construction en France, au niveau national. Alors, je vous ai fait une petite présentation de l'actualité. Il se passe pas mal de choses. Il y a deux morceaux un petit peu importants. C'est la révision du 31.2 qui vient de sortir. Et puis l'évolution de l'IT 249 qui avait été améliorée, mais sur lequel il y a eu une petite remise à jour au mois de mars. Donc je vous présenterai un petit peu ces dispositions. Donc concernant l'incendie et la transmission du feu par les façades. Et puis quelques informations sur des documents sortis récemment. On a fait un document sur les façades bois, les bonnes pratiques sur structure béton, métal, bois. Je vous montrerai rapidement. Il y a un outil qui est maintenant disponible sur le catalogue construction bois qui s'appelle BoisRef. Très pratique pour arriver à identifier tous les documents qui sont disponibles sur une thématique donnée. Et puis enfin, quelques petites choses que je vous présenterai à la fin suivant le timing. Voilà. Alors on va commencer d'abord par le 31.2. Alors on ne va pas rebalayer tout le 31.2. Hein. Je vais vous donner quand même les grandes modifications que l'on trouve à l'intérieur de ce DTU. Alors si on repart un petit peu en termes d'historique, c'est un DTU qui avait été publié en 2011 et pour lequel on savait déjà qu'il y aurait une actualisation qui serait nécessaire. Elle devait prendre quelques années, 2 ou 3 ans, puis vous voulez, on arrive à 2019 pour qu'elle arrive à sortir. Parce qu'elle a fait beaucoup travailler, beaucoup se contredire un certain nombre de personnes dans le DTU. Il y a eu 58 réunions officielles de la commission. Il y avait plus de 150 membres quand même. Les travaux ont été alimentés par des études notamment, on verra tout à l'heure, sur la transmission de vapeur, qui ont permis de le faire avancer. Il y a une enquête publique qui a été lancée en 2007. Il y a eu 1300 commentaires reçus qui ont été réintégrés à l'intérieur, donc c'est quand même du boulot. Et enfin, on arrive à la fin des travaux de la commission en décembre 2018 et maintenant, le DTU est paru. Voilà un petit peu la situation. Alors d'abord, quelques évolutions concernant l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau. À l'intérieur du DTU, on avait une règle des 2 tiers, 1 tiers, vous la connaissez, et puis une règle qui s'appelait la règle des 1 quart, 3 quarts, au niveau du positionnement du pare-vapeur, suivant l'altitude du bâtiment. Les choses ont été relativement simplifiées dans le sens où la règle des 3 quarts, 1 quart a été éliminée, et c'est la règle des 1 tiers, 2 tiers qui maintenant vaut sur l'ensemble du territoire. Et elle est valable donc sur toutes les zones climatiques. C'est le premier point. Sur la nécessité du pare-vapeur, de la barrière de diffusion à la vapeur, les choses ont été reprécisées. Il y avait un élément qui n'était pas parfaitement indiqué, mais qui était rajouté ici. Elle doit également être mise en œuvre dans le cadre séparatif entre 2 unités de vie. Ce n'était pas de manière imposée. Maintenant, c'est très clair. Entre 2 unités de vie, il y a un pare-vapeur. Bon, ceci étant... l'idée, c'est que sur 2 logements, par exemple, on va en avoir un qui est non chauffé puis l'autre non chauffé, donc on peut avoir des problématiques de condensation. Pour justifier les transferts d'humidité, on a 2 solutions. On a la solution initiale du DTU, c'est-à-dire la règle du SD supérieur à 18. Et puis sinon, la possibilité d'une règle de moyens spécifique que l'on verra après. Alors, on n'a pas été intégré dans le DTU, pourtant il y en a qui le demandaient, la possibilité de se justifier par des simulations numériques. Enfin, généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on fait une simulation sur Wofi ou un logiciel de ce type-là. Ça n'a pas été intégré dans le DTU. En revanche, il y a des travaux qui ont été lancés dans le cadre de Pacte, de manière à pouvoir intégrer ceci dans le DTU à terme. Le problème qui s'est posé, c'est que quand on fait des simulations de vapeur, c'est où on met les curseurs de base. Où est-ce qu'on met le niveau d'hygrométrie de base qu'on va avoir dans le bâtiment? Quels sont les éléments de référence pour faire les calculs? Ce n'était pas établi, et les travaux qui seront faits dans Pacte permettront d'établir ces bases pour ensuite pouvoir faire des simulations qui seront validées par tout le monde. Au niveau de la mise en œuvre des pare-vapeurs qui vont assurer donc la coupure de vapeur, des choses ont été précisées. Au niveau de la fixation définitive du pare-vapeur, elle est obtenue en prenant en pince la membrane entre les montants d'ossature et des tasseaux horizontaux ou verticaux qui ont une largeur supérieure à 45 mm. Avec une possibilité, c'est de le fixer également avec des pastilles d'un diamètre minimum de 25 mm qui sont positionnées sous les agrafes, et les brins des agrafes doivent avoir une longueur supérieure ou égale à 15 mm.
Le recouvrement dans les laits, alors initialement dans la version 2011 c'était 50 mm, et désormais on demande des recouvrements qui sont supérieurs à 100 mm. La continuité du pare-vapeur est rétablie par collage par des bandes adhésives ou du mastic colle dans le cas d'un support rigide. Alors selon le niveau de préfabrication ou l'allotissement, il y a une nécessité de mettre en œuvre des bandes de pare-vapeur rapportées en attente. Si là on est en coupe horizontale, il n'y a rien de très nouveau dans le sens où on met ici un élément en attente qui va permettre de lier au niveau de l'étanchéité à l'air avec le pare-vapeur qui est ici. La chose qui est un petit peu nouvelle qui a été rapportée, c'est que le film qui est ici n'est pas un film pare-vapeur. C'est au contraire quelque chose qui a une valeur assez transparente à la vapeur. Ce n'était pas précisé initialement dans l'ancien DTU. Alors pourquoi? Je pense que vous comprenez facilement le principe. Ici, on a un pare-vapeur. Ici, on a une chute de température et donc on a un point de condensation qui est ici. Si on remet une membrane pare-vapeur ici, on enferme la condensation derrière le pare-vapeur. Donc on a une membrane qui est étanche à l'eau, mais qui en revanche est perméable à la vapeur ici. C'est un petit peu plus simple si on n'a pas de pénétration, puisque là on va rétablir la continuité avec un élément de pare-vapeur qui est en attente et qui va rejoindre le pare-vapeur filant côté intérieur. Alors cette disposition, on va la retrouver également en verticale quand on va faire un plancher. Si vous faites un plancher posé sur un mur ossature bois, notre pare-vapeur va s'arrêter au niveau du mur. Il va ensuite y avoir un élément à forte perméabilité à la vapeur qui va permettre de faire le lien et remonter ensuite récupérer le pare-vapeur au-dessus. Ce pare-vapeur devra être collé sur la dalle béton ou le plancher bois. Il devra assurer la continuité entre les étages. Et puis, il faudra mettre des fourreaux à l'emplacement des futurs éléments qui vont traverser le pare-vapeur souple. Alors certains éléments ont été apportés également pour éviter tous les percements de la membrane par vapeur. Un certain nombre de conseils. Donc pour éviter le percement de la membrane par vapeur, on va passer les réseaux via des tasseaux dans un vide technique qui est ici. La largeur sera compatible avec l'exigence d'appui des revêtements intérieurs. Si vous avez des plaques de plâtre, ces tasseaux devront faire 45 mm. L'épaisseur sera au moins de 25 mm. Et si on est amené à avoir des gaines qui sont supérieures à 100 mm, on ne pourra plus se contenter d'un vide technique, mais il faudra carrément faire une colonne technique, pardon. Si on est amené également à avoir des gaines, comme vous voyez ici, qui vont passer derrière les tasseaux, donc on pousse un petit peu sur le pare-vapeur pour arriver à passer la gaine derrière, ce sera toléré tant qu'on est sur un phi qui est inférieur à 25. Sinon, il faudra couper, faire une interruption du tasseau, de manière à ce que la gaine ne vienne pas trop comprimer le pare-vapeur et l'isolant. Alors voilà la règle de moyens qui existe au-delà de celle qu'il y avait dans l'ancien DTU. Dans le cas d'un contreventement du côté extérieur, le SD du pare-vapeur doit être au moins 5 fois plus élevé que le SD du voile de contreventement et du pare-pluie de l'écran ou de l'écran extérieur. Donc c'est le fameux rapport de 1 à 5, vous avez peut-être dû en entendre parler, dont on parle depuis longtemps, qui est déjà utilisé dans d'autres pays mais qui n'était pas validé en France et qui désormais est utilisable dans le nouveau DTU. Si vous avez un contreventement du côté intérieur, le SD de la barrière de diffusion de vapeur côté intérieur, film ou panneau, doit être au moins 5 fois plus élevé que le SD du pare-pluie ou de l'écran extérieur. Et puis enfin, si vous avez un contreventement de face, c'est la même logique. Le SD de la barrière à diffusion de vapeur côté intérieur doit être 5 fois plus élevé que le SD du voile extérieur, du pare-pluie ou de l'écran extérieur. Alors on voit que dans certains cas, on va superposer des éléments. Quand on va les superposer, c'est-à-dire que lorsqu'une membrane par vapeur est superposée à un panneau, alors je dis bien un panneau de contreventement, un panneau fin, il est possible de faire la somme des SD des deux produits pour avoir le SD équivalent. Ça fonctionne tant qu'on a des panneaux à faible résistance thermique. Si vous mettez un panneau très épais avec une forte résistance thermique, ce n'est plus valable. Mais disons pour un panneau USB classique, c'est ce que l'on appliquera.
Alors les parois qui sont visées par cette règle de moyens, ce sont les parois verticales et ce sont les toitures inclinées. C'est possible pour les toitures inclinées, sous réserve, alors ça c'est mis en gras, que la conception soit analogue à celle des murs, que l'écran de sous-toiture soit HPV. Alors HPV, c'est haute perméance à la vapeur, donc qui permettent de laisser passer très facilement la vapeur, et qu'on soit ventilé en sous-couverture. Voilà, donc HPV, je l'avais remis HPV, donc SD inférieur à 0,09. Le tout est de ne pas prendre de risque d'avoir de la condensation à l'intérieur. En revanche, les parois qui ne sont pas visées par cette règle de moyens, ce sont les planchers bas sur le vide sanitaire, et puis les toitures répondant au DTU 43.4, c'est-à-dire les toitures terrasses, pour lesquelles on a des résistances à la vapeur qui sont élevées du fait des membranes d'étanchéité. Alors, est évoqué dans le DTU, ce n'est pas évoqué auparavant, c'est les barrières de diffusion de vapeur d'eau en panneaux, réalisées avec des panneaux. Si c'est le cas, la continuité entre les panneaux doit être rétablie par le collage d'une bande adhésive rapportée compatible sur la périphérie de chaque panneau. Dans le cas d'une barrière à la diffusion de panneaux à base de bois, si le jeu entre panneaux est supérieur à 10 mm, et puis si vous raccordez deux éléments dans un même plan ou alors avec un angle, comme ici, vous avez la nécessité de rétablir la continuité grâce à une bande de pare-vapeur souple rapportée qui ensuite est adhésivée au panneau. Mais on ne peut pas le faire directement avec un adhésif. On est obligé de passer par une membrane. Alors vous retrouverez sur le catalogue Construction Bois, je pense que vous connaissez pour la plupart ce site, vous allez retrouver toute une série de détails au niveau de la mise en œuvre. Il est en parfaite cohérence avec tout ce qui est exprimé ici. Vous allez retrouver des détails d'exécution. Alors des éléments maintenant ont été rajoutés également sur tout ce qui est l'étanchéité à l'air, en particulier au niveau de la périphérie des baies. De manière générale, il est rappelé que le plan d'étanchéité à l'air du mur doit permettre une continuité avec le plan d'étanchéité, je me trompe de bouton, pardon, avec la menuiserie, c'est-à-dire sur le dormant de la menuiserie. Et plusieurs possibilités sont évoquées selon le phasage des travaux. Le premier cas de figure, eh bien, c'est que l'on met la barrière de diffusion de vapeur, donc le film, avant la fenêtre ou la porte. Donc dans ce cas, le film doit être abattu d'au moins d'une valeur de 100 mm ici, à minima, ou jusqu'à l'axe de la future menuiserie. Si vous regardez le croquis qui est ici, par exemple, ici on a une menuiserie qui est en tunnel, il va falloir descendre cet élément au moins jusqu'à l'axe de la menuiserie. C'est un minimum. La continuité doit être rétablie dans les angles par les bandes adhésives et des pièces de pare-vapeur de même nature rapportées. Ça, on va le voir un petit peu plus loin, un petit peu plus en détail. Si la barrière de diffusion à vapeur d'eau est mise en place après la fenêtre ou la porte, eh bien le pare-vapeur est raccordé directement au dormant de la menuiserie en applique intérieur au ruban adhésif. C'est le cas assez classique que vous voyez ici. Sinon, la liaison doit être faite via une bande rapportée avec une jupe de pare-vapeur, avec un bord libre d'au moins 10 cm, ce qui permet normalement d'échapper les équerres. Alors la plus grosse évolution dans le DTU, c'est peut-être ce chapitre-là, qui concerne l'étanchéité à l'eau et la résistance à la pluie battante. Alors il a valu énormément de discussions au niveau de la commission, parce qu'en fait on fait des ouvrages maintenant qui commencent à monter en hauteur, qui peuvent prendre du vent, de l'eau, et la question de l'étanchéité a vraiment été beaucoup posée. La réflexion a donc été de se dire, finalement, on va définir deux exigences standards. Une première exigence qui va s'appeler E1, c'est l'exigence standard, ce sera la base, et puis un système renforcé, une exigence élevée qui va s'appeler E2. Cette exigence, elle est fonction de la région de vent, 1, 2, 3, 4, donc là on est dans une zone très ventée, peu ventée. Elle est fonction également de la catégorie du terrain. Là, c'est la rugosité du terrain qui est évoquée. 1, 2, 3 ou 4.
Et enfin, le troisième facteur, c'est la hauteur. En dessous de 9 mètres, de 9 à 18 mètres et de 18 à 28 mètres. En combinant ces trois facteurs, on va pouvoir savoir si on doit avoir un niveau d'étanchéité qui est réputé E1 ou alors s'il faudra passer avec un niveau d'étanchéité qui est réputé E2. Alors après, qu'est-ce que l'on va appeler ce niveau E1 et E2? Quelles sont les conditions? Déjà au niveau du bardage. En fonction de la contribution de l'étanchéité à l'eau du bardage, ça va avoir une influence. Si on a un bardage à joint fermé, on va pouvoir avoir quelque chose qui va aller vers du E2. Si en revanche on a un bardage à joint ouvert inférieur à 8 mm, type bardage clairvoie par exemple, on va rester au niveau E1. En revanche, il faudrait bien penser à avoir un pare-pluie qui soit compatible 5000 heures, à cause de l'insolation à travers le clairvoie. Et puis enfin, quand on va dépasser les 8 mm, ou clairvoie hors DTU qu'en terrain 2, on doit passer avec un système qui est sous avis technique. Selon l'exposition du calfeutrement, au niveau de l'encadrement de baie, on va pouvoir être à un niveau E1 ou E2. Si le calfeutrement est exposé aux intempéries, on restera au niveau E1. Si en revanche on a imaginé un dispositif qui cache le calfeutrement, on va pouvoir passer au niveau E2. Alors vous avez des exemples très classiques qui sont en dessous. On a un calfeutrement ici, vous avez un précadre, l'étanchéité a été faite ici. Le bardage vient s'enchasser dans le précadre, on a protégé le calfeutrement. De la même manière sur la droite, le retournement du pare-pluie ici fait qu'on a protégé le calfeutrement, donc ce sont des solutions qui permettent d'aller vers du E2. Alors, quelques éléments ont été introduits, comme il y a de plus en plus de préfabrication, au niveau de la jonction entre des éléments de parois préfabriqués dans un même plan. Si on est derrière un bardage à joint fermé, on considère qu'on aura une étanchéité de raccordement entre les deux panneaux type 2. Alors, on est sur du bardage posé après, on n'est pas en préfabrication avec le bardage. Donc, on a été capable de refaire la continuité du pare-pluie ici. On a ensuite mis le bardage qui est ouvert, mais on va considérer qu'on est arrivé à un niveau E2. Si en revanche le bardage est ouvert, on va retomber un système qualifié E1 au niveau de l'étanchéité. C'est sensiblement la même chose. Là, je crois qu'il y a une petite erreur, donc je ne vais pas commenter celle-là. Alors oui, il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées aussi au niveau de la rétablissement de la continuité avec les morceaux de pare-pluie. Alors c'est ce qui se fait généralement sur les chantiers. Ont été quand même reprécisés comment on doit faire. Comment on doit faire pour faire quelque chose de correct ici. Vous avez les dimensions qui ont été rappelées de la bande de pare-pluie qui doit être mise en œuvre pour bien réaliser l'angle. Donc ça c'est rappelé de manière assez claire. Et en les faisant de cette manière, on est réputé avoir atteint un niveau qui s'appelle E1. Si en revanche on veut aller sur un niveau E2, ce système ne suffira pas. Il faudra s'équiper avec des éléments angles plastiques préformés. Vous connaissez peut-être ces éléments, ils se vendent sur le marché. Ils sont préformés, ils viennent se glisser dans l'angle et eux, ils permettent d'avoir un meilleur niveau d'étanchéité. Alors celui qui est très connu, c'est Anglamob. Je ne sais pas s'il y en a d'autres d'ailleurs, de fabricants. Vous en connaissez d'autres, non? Non, ça ne vous parle pas? Dominique, t'en connais pas, non? Non. Donc pour arriver à E2, il faudra passer par ce genre de dispositif. Alors également, il y a quelque chose qui a été demandé de renforcer au niveau du linteau. Dans un système traditionnel, vous le voyez ici, vous avez votre linteau, vous avez le film pare-pluie qui est ici, vous avez une pièce métallique de protection et puis un ruban adhésif qui vient faire le liaisonnement entre les deux. On va être à un niveau E1 avec ce dispositif classique. Pour qu'il soit accepté avec un niveau E2, il va falloir doubler le pare-pluie au-dessus, au niveau de l'imposte de la menuiserie. Et donc monter jusqu'à la hauteur du panneau ici. On va le doubler sur toute cette partie-là. Ah, je vois que ça ne fait pas rire certains. Voilà. Alors un exemple classique, par exemple, le niveau E1 seulement, c'est quelque chose qu'on fait de manière assez habituelle.
Vous avez le mur ossature bois, une menuiserie qui a été posée en applique, avec un joint comprimé ici, retournement du pare-vapeur. On n'a pas d'encadrement de baie, mais on a un retour bardage, ce qui se fait de manière classique. Quand on a un retour bardage, on sera uniquement en E1 quand on est dans cette disposition. On ne pourra pas aller au E2. Alors, des éléments ont été ramenés, ont été reprécisés également sur la valeur SD des panneaux bois. En particulier pour les OSB, ils ne seront admis que les OSB qui ont des épaisseurs supérieures à 12 mm au niveau de la qualification du SD. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que quand les OSB sont plus minces, les valeurs sont très hétérogènes à l'intérieur du panneau. Donc quand on voudra prendre un panneau qui a une valeur SD donnée, il faudra qu'il fasse 12 mm pour qu'elle soit validée. La valeur SD est déterminée par un essai, puisqu'on a une norme là-dessus, avec des éprouvettes, et un contrôle de production en usine. La propriété résistance à la diffusion de vapeur d'eau est définie dans l'annexe, conditions d'acceptation des fournitures de panneaux à base de bois, donc ça c'est intégré dans le DTU. Et puis il va y avoir, je crois que c'est fait d'ailleurs, l'intégration de la valeur SD des panneaux dans les référentiels de certification NF extérieur CTBX, CTB-OSB, CTBH. Donc ces éléments rentrent dans la normalisation. Voilà. Il y a deux catégories de membranes dites par vapeur. Alors ça, c'est les termes qui ont été mis. Hein. La notion de par vapeur, c'est une membrane qui a un SD supérieur ou égal à 18. Et une barrière, celle qui a une valeur entre 1 et 18, elle est appelée barrière souple à la diffusion de vapeur d'eau. Voilà les termes qui sont employés. Nota bene, alors tous les systèmes hygrovariables que vous connaissez, hein, qu'on connaît tous, ne sont pas aujourd'hui couverts par le DTU. Alors, des exigences ont été reprécisées également sur l'usage des pare-pluies souples. Déjà, tous les pare-pluies doivent être qualifiés ce qu'on appelle W1. Alors W1, ça caractérise, c'est une résistance à la pénétration de l'eau. Vous avez deux codes, un code W1 et un code W2. W1, on a une parfaite résistance à la pénétration d'eau. Généralement, quand vous mettez un pare-vapeur, vous avez plutôt un produit qui est W2. Ça me fait penser que si vous faites de la préfabrication et que votre pare-vapeur risque de prendre de l'eau, vous avez tout intérêt à prendre un pare-vapeur qui est plutôt qualifié W1 pour éviter la reprise d'eau. Donc le pare-pluie est qualifié W1 s'il est exposé en phase chantier. Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup évoqué dans la commission. Hein. On fait de plus en plus des chantiers où le pare-pluie reste exposé, puis pour X raisons, il peut prendre 1 mois ou 2 mois de lumière. Donc il se dégrade sous l'effet solaire, l'effet des UV. Donc il est demandé s'il va rester 15 jours apparents. Un vieillissement de type 336 heures aux UV, 3 mois un vieillissement de type 1000 heures, et s'il risque de rester 6 mois, ce sera un vieillissement type 5000 heures. Et on rappelle que les bardages à joint ouvert inférieurs à 8 mm ou claire-voie réclament un pare-pluie de 5000 heures. Au-delà en heure DTU. On a tout le temps des questions sur la résistance des bandes adhésives et des mastic-cols. C'est toujours des questions qui se posent. Donc ce sont des choses qui maintenant se précisent un petit peu. Il y a des propriétés qui vont devoir être vérifiées. La résistance au cisaillement, avant et après vieillissement. Et là-dessus, une norme a été mise en place. Et puis une résistance au pelage, ce qui est ici, c'est-à-dire à l'arrachement. Et tout ça a également été parfaitement codifié. C'est précisé dans l'annexe, conditions de réception applicables aux bandes adhésives, mastic-cols et autres accessoires adhésifs. Donc désormais, on peut qualifier tous les produits qui vont être mis en œuvre avant de les utiliser. Et puis enfin, alors, on a été précisé dans les annexes du DTU le qui fait quoi, c'est-à-dire la clarification des limites de prestation entre le constructeur, le menuisier et le bardeur, qui sont 3 corps qui interfèrent beaucoup entre eux, bien évidemment. Alors à travers ce petit schéma, vous avez un résumé. Premier cas de figure, quand on a une menuiserie avec un pré-cadre intégré, cet élément relève du lot menuiserie, effectivement, y compris l'étanchéité qu'il va réaliser avec le lien sur le pare-pluie. Là, on est sur le lot menuiserie.
Le reste relève du charpentier et tout ça relève du bardage. Dans le cas d'un bardage rapporté, le lot menuiserie s'arrête ici, il vient faire son étanchéité au niveau du pare-pluie. Le bardeur est indépendant et là on reste au niveau charpente classique. Et on peut avoir dans certains cas, ça se voit de temps en temps, un pré-cadre sur lequel vient la menuiserie et ensuite le bardage revient devant. Le troisième cas de figure, c'est un pré-cadre qui est mis en place cette fois-ci par le lot charpente, l'ossature bois, le pré-cadre est mis en place. C'est donc lui qui doit le lien entre ce pré-cadre et l'étanchéité à l'eau, qui est précisé ici, tandis que le menuisier ne devra que la peau de sa menuiserie et le raccord au pré-cadre. Voilà, des choses qui ont été rappelées pour que ce soit un peu plus clair. Donc voilà pour les principales évolutions. Il est prévu au dernier trimestre soit réalisé un document pédagogique au niveau des évolutions du 31.2. Alors dans le DTU, vous verrez, il y a des dessins qui sont un peu basiques, hein. Ce n'est pas les beaux dessins que l'on voit. Parce qu'en fait, au niveau de la normalisation, on dit qu'on ne doit pas avoir de préconisation de mise en œuvre dans un DTU. On ne doit donner que des principes. C'est pour ça que les dessins sont relativement pauvres. Et donc le DTU va être complété par un document pédagogique dans lequel on trouvera des détails d'exécution qui permettent de réaliser les points singuliers, notamment sur l'étanchéité à l'eau, à l'air et à la vapeur. Il devrait sortir donc dernier trimestre de cette année. Fin d'année.